Bonsoir. Dans le cadre des cours télédiffusés destinés aux élèves du baccalauréat, je vous présente la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme. Je vais commencer par un rappel sur la fonction du testicule. Alors, comme vous voyez, vous avez au niveau de l'appareil reproducteur et plus exactement donc au niveau des gonades, les testicules, donc lesquels testicules vont devenir fonctionnels à partir de la puberté jusqu'à la fin de la vie, et ceci essentiellement par la production des spermatozoïdes de façon continue, lesquels spermatozoïdes seront évacués donc sous forme de sperme, c'est-à-dire donc un liquide séminal qui renferme les spermatozoïdes, lequel ce liquide séminal sera donc sécrété par les glandes annexes. On va essayer de montrer au niveau des testicules le lieu de production de ces spermatozoïdes. Donc on va passer à l'observation d'une coupe d'un testicule d'un bilier pubère où on observe, il s'agit bien donc d'une coupe transversale, comme vous l'observez, donc qui montre la présence des structures donc circulaires là qui renferment deux parties essentielles et entre lesquelles on observe d'autres cellules qui sont en relation avec donc ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins, donc lesquelles cellules constituent ce qu'on appelle le tissu interstitiel qui est formé par les cellules de Leydig. La deuxième structure, comme je l'ai indiqué, est représentée par cette coupe qui passe en réalité par des structures tubulaires où on observe deux zones dans chaque tube, la paroi du tube séminifère et la lumière du tube séminifère. Au niveau de la paroi, on remarque la présence des cellules qu'on appelle les cellules germinales qui vont évoluer donc en spermatozoïdes. Lesquels spermatozoïdes, comme vous les voyez, donc sont disposés de telle manière que les flagelles se trouvent au niveau de la lumière du tube séminifère. Donc, je vais résumer cette structure du testicule sous forme d'un schéma d'interprétation où vous observez là donc un détail de la coupe qu'on a observé, c'est-à-dire un détail du tube séminifère, et plus exactement au niveau de la paroi, on observe des cellules de Sertoli qui vont être associées avec la lignée germinale, donc ce sont les cellules souches qu'on appelle spermatogonies et qui vont évoluer donc en spermatozoïdes. Ce sont les cellules sexuelles mâles, lesquels spermatozoïdes vont être libérés par la suite dans la lumière du tube séminifère. La deuxième structure qu'on observe au niveau de la coupe, c'est le tissu interstitiel représenté par les cellules de Leydig qui est en relation avec les vaisseaux sanguins. Donc on montre là qu'il s'agit d'une double structure au niveau du testicule. Grâce à cette double structure, donc on a constaté qu'il s'agit, que vous avez déjà montré à partir d'expériences, d'une double fonction qui est représentée essentiellement par la fonction exocrine, à savoir donc la spermatogenèse qui est la formation des gamètes à partir des spermatogonies et comme on vient de le préciser, qui se déroule au niveau des tubes séminifères. Et la deuxième fonction, ça sera la fonction endocrine, donc qui est la sécrétion d'une hormone sexuelle mâle qu'on appelle la testostérone et qui est sécrétée par les cellules interstitielles ou encore appelées cellules de Leydig. Alors la question qu'on se pose, comment est contrôlée cette double fonction testiculaire? Donc on va essayer de le prouver par des expériences et des observations. Alors je commence par une observation clinique. Alors, des observations montrent qu'une lésion touchant la base du cerveau, et en particulier une zone qu'on appelle l'hypophyse, et plus exactement, c'est ce qu'on appelle l'hypophyse antérieure, elle provoque des troubles, entre autres l'interruption de la sécrétion de testostérone. Ce qu'on peut déduire à partir de cette observation, c'est que cette fonction testiculaire, qui est la fonction endocrine, la sécrétion de testostérone, est contrôlée par l'hypophyse antérieure. Alors aussi, je vais essayer de rappeler la localisation donc de cette hypophyse. Comme vous le voyez là, au niveau de la coupe de l'encéphale, on constate la présence de cette glande, on va démontrer,
qu'on appelle hypophyse, qui est situé à la base donc du cerveau et en relation avec une zone qu'on appelle l'hypothalamus. On précise là donc ce complexe qu'on va appeler hypothalamus et hypophyse, lequel hypophyse est à son tour divisé en deux lobes qu'on va appeler le lobe postérieur et le lobe antérieur. On vient de montrer d'après l'observation clinique que la fonction testiculaire est contrôlée par l'hypophyse antérieure. Donc on remarque que l'hypothalamus est en relation, d'après l'organisation là, avec l'hypophyse antérieure par une zone qu'on appelle la tige pituitaire. Et au niveau de cette tige pituitaire, il va y avoir un réseau de capillaires sanguins donc, qui arrive au niveau des cellules de cette hypophyse antérieure. Donc, notre but, ce sera de montrer la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure, d'une part, d'autre part, comment est contrôlée la fonction testiculaire par cette hypophyse antérieure. Donc, on va essayer de prouver tout d'abord le rôle de l'hypophyse antérieure sur la fonction donc testiculaire. Je commence par une série d'expériences réalisées sur un rat pubère, le rat témoin, comme vous le voyez là, qui présente le complexe hypothalamo-hypophysaire et les gonades, les testicules. On remarque que chez ce rat, une spermatogenèse et une sécrétion de testostérone normale. Alors, maintenant, on va essayer de réaliser une ablation de l'hypophyse, c'est ce qu'on appelle une hypophysectomie, pour voir la relation donc entre cette glande et les gonades. Et comment est-ce que l'hypophyse peut-il contrôler la fonction testiculaire? Donc, l'hypophysectomie ou ablation de l'hypophyse, on dit aussi, chez un rat qui est pubère. Le résultat, c'est une régression des testicules qui s'accompagne d'une stérilité et d'un arrêt de la production de testostérone. Donc, d'après ce résultat, on peut déduire que l'hypophyse contrôle le développement des testicules ainsi que la fonction testiculaire représentée d'une part par la fonction et donc exocrine, la spermatogenèse, d'où la stérilité qu'on observe là. Et la deuxième fonction, c'est la production de testostérone, c'est-à-dire la fonction endocrine. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment se fait ce contrôle entre l'hypophyse et les gonades. Donc, on va penser que cette relation s'effectue par voie sanguine, d'où on va essayer de réaliser chez cet animal donc qui est hypophysectomisé, des injections dans le sang d'extraits hypophysaires en concentration adaptée. Le résultat, c'est un retour de l'activité testiculaire normale. Et comme vous le voyez aussi, un développement normal de ces testicules. Alors, d'autres expériences montrent que quand on isole le lobe antérieur de l'hypophyse et on le place dans un milieu nutritif approprié, selon une méthode de culture de tissu, on constate que le milieu s'enrichit en FSH et en LH, donc une hormone qui stimule les follicules et une hormone lutéinisante. La conclusion qu'on peut déduire, c'est que l'hypophyse antérieure sécrète deux sortes d'hormones qu'on va appeler la FSH et la LH. Et puisque ces deux hormones vont agir sur les gonades, donc elles vont stimuler les gonades, on les appelle des gonadostimulines ou gonadotrophines. Maintenant, on va essayer de voir quel est le rôle de chacune de ces deux hormones sur l'activité testiculaire. On commence par la FSH. Dans ce cas, on va reprendre l'animal qui est hypophysectomisé et on va lui injecter donc le sang des doses bien précises de FSH. Le résultat, on obtient une augmentation de la masse testiculaire, mais la spermatogenèse n'arrive pas au stade spermatozoïde. Tel que le montre cette coupe de testicules du rat hypophysectomisé et ayant reçu donc des injections de FSH, vous voyez bien que la paroi du tube séminifère, elle n'est pas
très développée de telle sorte qu'elle arrive au stade spermatozoïde. Ça veut dire qu'on n'a pas observé au niveau de la lumière du tube la présence des flagelles des spermatozoïdes. Donc la conclusion, c'est que cette FSH, elle va stimuler la spermatogenèse, mais cette spermatogenèse, elle ne s'achève pas. Ça nécessite, autrement dit, la présence de la deuxième hormone qui est la LH. Et lorsqu'on a réalisé maintenant l'expérience de toujours l'animal hypophysectomisé, mais au lieu d'injecter la FSH, on va remplacer cette FSH par la LH, toujours en concentration adaptée, on remarque qu'il y a un développement des cellules interstitielles. C'est-à-dire que la LH, elle va stimuler la fonction endocrine du testicule. Et que cette fonction endocrine qui libère la testostérone a une relation avec le déroulement de la spermatogenèse. Donc, l'hypophyse antérieure qui sécrète les deux types d'hormones FSH et LH donc, va stimuler la fonction endocrine et exocrine du testicule. Donc, la FSH et la LH, que je rappelle, sont donc deux hormones qui sont de nature protéique. Normalement, elles vont agir sur la fonction testiculaire pour permettre d'une part le déroulement de la spermatogenèse et la sécrétion de la testostérone. Alors maintenant, on va essayer de voir quel est exactement le rôle de l'hypothalamus sur l'activité hypophysaire. Alors, je rappelle, on a vu tout à l'heure qu'il y a une relation entre cette glande, l'hypophyse, et plus exactement l'hypophyse antérieure, avec la partie donc située à la base de l'encéphale, donc au niveau de cette zone que nous avons appelée l'hypothalamus, où on observe là un ensemble de neurones qui sont regroupés. Donc, notre but, on va essayer de voir la relation donc, entre l'hypothalamus et cette glande hypophysaire, c'est-à-dire l'hypophyse antérieure qui sécrète la LH et la FSH. De la même manière, on va essayer de montrer cette relation par des expériences réalisées sur des rats. Donc, la première expérience consiste à réaliser une section de la tige pituitaire. Je rappelle que la tige pituitaire, elle est située entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Ou encore, on va essayer de réaliser une lésion de certaines zones de l'hypothalamus. Le résultat, ça sera une baisse notable du taux plasmatique de FSH et de LH et une régression donc des testicules qui s'accompagne d'une stérilité et d'un arrêt de la fonction endocrine, c'est-à-dire la production de testostérone. Donc ici, on peut déduire que dans l'hypothalamus, il y a certaines zones qui vont contrôler l'activité de l'hypophyse antérieure pour permettre la stimulation de la sécrétion des gonadostimulines qui, à son tour, on a bien démontré ça, active la fonction testiculaire. Mais on va vérifier est-ce que c'est l'hypothalamus qui va essayer d'activer la fonction testiculaire ou bien l'hypothalamus peut aussi le faire. Donc je reprends l'expérience là de l'hypophysectomie et on va essayer de corriger les troubles de cette hypophysectomie par une greffe de l'hypophyse mais loin de l'hypothalamus. On remarque que l'hypophyse ne sécrète pas des gonadostimulines. Donc, on peut déduire que c'est l'hypothalamus qui stimule la sécrétion des gonadostimulines par l'hypophyse qui, à son tour, va stimuler l'activité testiculaire. De la même manière, maintenant, on va essayer de voir comment se fait ce contrôle entre l'hypothalamus et l'hypophyse, d'où on va essayer de prélever donc à l'aide d'une canule très fine de sang dans le réseau vasculaire de la tige pituitaire.
Alors, il y a une possibilité d'isoler une substance qu'on appelle la GnRH, qui est responsable de la libération des gonadostimulines. Alors, si on reprend le premier rat, à qui nous avons réalisé des lésions de certaines zones hypothalamiques, et on va essayer d'injecter dans le sang toujours des extraits hypothalamiques toutes les 2 heures. On constate que chez cet animal, il y a une sécrétion de FSH et de LH, ainsi qu'il y a une reprise de l'activité testiculaire. Vous voyez le développement des testicules par rapport au premier animal. Donc, on peut déduire que l'hypothalamus contrôle l'activité hypophysaire par une hormone. Cette hormone, elle passe dans le sang qui se trouve au niveau de cette tige pituitaire. On réalise maintenant chez un singe rhésus la destruction d'un des noyaux hypothalamiques et on va mesurer le taux plasmatique de LH pour voir quelle est la conséquence de la lésion hypothalamique sur la sécrétion hypophysaire de LH. Comme vous le voyez là, avant la lésion, nous avons une sécrétion donc, qui indique un taux plasmatique de LH de l'ordre de 16 à peu près microgrammes par millilitre. À la suite de la lésion hypothalamique, on va constater qu'il y a une chute donc, de taux plasmatique de LH. Donc, l'hypothalamus stimule bien la sécrétion de LH. Chez ces animaux, la libération dans le sang de LH et de FSH peut être restaurée par perfusion de GnRH sous certaines conditions qu'on va essayer de l'avoir par l'interprétation là, toujours chez l'animal rhésus, donc en mesurant le taux plasmatique de LH et de FSH. On a vu qu'à la suite de la lésion, ce taux est faible, qu'on va essayer de corriger par des injections de GnRH, qui est l'hormone, ou encore on peut l'appeler neurohormone, puisque dans l'hypothalamus, il s'agit de neurones. Vous voyez que dans cette zone, soit on va réaliser des injections qui sont discontinues de GnRH ou encore des injections qui sont continues. Donc, selon les conditions, sachant qu'on va prendre toujours la même dose de GnRH. Alors, on va analyser la courbe, on va déduire que après la lésion et les injections discontinues de GnRH, il y a de nouveau une reprise de l'activité hypophysaire qui est représentée par une sécrétion de LH et une sécrétion parallèle de FSH. Par contre, si on réalise des injections qui sont continues de GnRH, on remarque qu'il n'y a pas reprise de cette activité hypophysaire. La conclusion qu'on peut déduire, c'est que l'hypothalamus stimule l'hypophyse antérieure par une neurohormone, la GnRH, qui doit être sécrétée selon un mode pulsatile, c'est-à-dire de façon discontinue. Alors, vous avez ici, chez l'homme, on a mesuré aussi la variation de la concentration de LH en fonction du temps qui est exprimé en heures. Donc, d'où l'aspect pulsatile de la LH. Et on remarque que chaque pulse de LH est précédé par un pulse de GnRH, qu'on peut estimer à peu près là pendant une durée à peu près de 6 heures, donc de 8 heures à 14 heures. Donc, pendant les 6 heures, on remarque la présence des 3 pulses de LH. Donc, la fréquence, ça sera à peu près un pulse toutes les 2 heures. Alors, on a montré que l'hypothalamus stimule la sécrétion hypophysaire par une neurohormone, la GnRH. Mais on constate que, d'après ce schéma, que normalement l'hypothalamus lui-même, il est constitué par des neurones. Lesquels neurones sont en relation
avec d'autres neurones du système nerveux central qui peuvent influencer la sécrétion de GNRH, qui, à son tour, maintenant, selon est-ce qu'il va y avoir une stimulation de ces neurones hypothalamiques, donc par conséquent, c'est la stimulation des cellules hypophysaires, d'où la sécrétion de FSH et de LH, ou donc il va y avoir une inhibition de la libération de GNRH et par conséquent donc une diminution de la sécrétion des gonadostimulines. Donc on peut dire que l'hypothalamus représente un centre intégrateur. Il intègre des stimulations périphériques d'origine interne ou externe reçues par le système nerveux central. Alors, on va essayer de voir maintenant la relation entre les trois types d'hormones, à savoir la neurohormone hypothalamique, la GNRH, ensuite les hormones hypophysaires, LH et FSH, et puisque on va s'intéresser à la fonction endocrine pour le testicule, donc je vais prendre la LH comme hormone hypophysaire puisqu'elle a stimulé la fonction endocrine, c'est-à-dire la sécrétion de testostérone. Alors on va mesurer les variations des taux plasmatiques de GNRH d'une part, de LH et de testostérone pendant une journée chez un bilier. Et je rappelle que les prélèvements vont être, et sanguins bien sûr, vont être effectués pour la GNRH au niveau de la tige pituitaire et concernant la LH et la testostérone, ça sera dans la circulation générale. Donc, vous voyez là se représente le taux plasmatique de GNRH exprimé en picogrammes par millilitre en fonction du temps qui est en heure, et ça sera ceci pour les trois types d'hormones. Pour la LH exprimée en nanogramme par millilitre et la testostérone en nanogramme par millilitre. On a démontré que la GNRH, elle stimule la sécrétion hypophysaire, la LH, d'où on va observer durant ce temps qui est exprimé en heure la sécrétion de GNRH qui est exprimée là sous forme de pulse et parallèlement, on va enregistrer la sécrétion de LH. Vous voyez que chaque pulse de GNRH précède le pulse de LH. Donc, on peut déduire que c'est la GNRH qui va stimuler la sécrétion hypophysaire de LH, qui, à son tour, comme vous le voyez, elle va permettre la libération de testostérone aussi selon un mode pulsatile. Donc, il va y avoir une relation entre les trois hormones, à savoir un pulse de GNRH entraîne un pulse de LH qui, à son tour, entraîne le pulse de testostérone. Donc, c'est que ces trois sécrétions sont liées et synchronisées. Alors, la question qu'on se pose maintenant, si l'hypothalamus contrôle l'activité de l'hypophyse, qui à son tour va stimuler la fonction testiculaire, et que le taux de testostérone doit être continu et élevé, donc chez l'homme, pour contrôler aussi bien la spermatogenèse et le développement et le maintien des caractères sexuels. Donc, dans ce cas, est-ce que les testicules peuvent contrôler l'activité de la sécrétion des hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire? Alors, on va essayer de le montrer par des expériences réalisées chez un bilier. Alors, la première expérience, on a constaté que chez un bilier, on met en place une canule permettant de prélever du sang au niveau de la tige pituitaire et de suivre ainsi la sécrétion de GNRH. Après injection d'une forte dose de testostérone, on enregistre un arrêt prolongé des pulses de GNRH. On déduit que cette injection de forte dose de testostérone a provoqué l'arrêt donc de la sécrétion pulsatile de GNRH. De la même manière, on a constaté que la castration bilatérale d'un animal est suivie d'une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des pulses de GNRH. Ça veut dire la présence des testicules va freiner la sécrétion pulsatile de GNRH. Donc,
ça montre bien que les testicules exercent une action sur l'hypothalamus qu'on va appeler par feedback, donc c'est une rétroaction. Et cette rétroaction, de telle sorte qu'elle va inhiber ou bien freiner la sécrétion de GnRH, donc on va parler de rétroaction ou bien rétrocontrôle qui est négatif. Alors ce rétrocontrôle qui est négatif, est-ce qu'il va se faire aussi sur l'hypophyse? D'où on va essayer de le vérifier de telle sorte qu'on va essayer tout d'abord de voir par des expériences lorsqu'on va injecter de la testostérone marquée par un isotope radioactif chez un rat pubère castré. Donc, et ensuite on réalise une autoradiographie, que ce soit au niveau de l'hypothalamus et on observe la coupe de l'hypothalamus ou encore au niveau de l'hypophyse antérieure. Alors, on observe qu'au niveau, par exemple là, de la coupe de l'hypothalamus, la présence de la radioactivité à l'intérieur des cellules. Cette radioactivité représente la testostérone. Étant donné que la testostérone est une hormone de nature stéroïde, donc elle va traverser la membrane cytoplasmique des cellules hypothalamiques et elle va se retrouver dans le cytoplasme où elle va se fixer sur des récepteurs spécifiques. Donc, on peut dire que les cellules hypothalamiques représentent des cellules cibles de la testostérone. De la même manière, donc, on a réalisé la même chose pour les cellules de l'hypophyse antérieure et on a constaté aussi que les cellules sécrétrices de LH présentent aussi des récepteurs donc, à la testostérone. Donc, la testostérone va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire pour freiner la sécrétion de GnRH et de LH. On va essayer de montrer la variation de du taux plasmatique de LH à la suite d'une castration bilatérale chez un bélier. Comme vous l'observez, on va essayer de comparer d'une part le taux plasmatique de LH chez un animal, donc mâle, mammifère toujours non castré, et un animal, donc c'est le bélier, mâle castré. Donc, on remarque que la différence, c'est que le nombre des pulses, c'est-à-dire la fréquence, ainsi que l'amplitude est plus importante chez l'animal qui est castré. Donc, la présence des testicules freine la sécrétion hypophysaire de LH. Ça montre bien donc ce rétrocontrôle qui est négatif sur les cellules hypophysaires sécrétrices de LH. Donc, d'où la conséquence, ça sera ici la sécrétion, donc c'est en heure. La conséquence de cette castration, ça sera une augmentation du taux plasmatique de LH. Si on va essayer de réaliser maintenant des injections de testostérone, on constate qu'il y a de nouveau une chute de la sécrétion de LH, c'est le taux plasmatique là, qui retrouve à peu près la valeur avant la castration. Donc ces expériences montrent bien que la testostérone exerce une rétroaction négative sur la sécrétion hypophysaire de LH. Et on a démontré tout à l'heure qu'il y a eu aussi une diminution donc, des pulses de GnRH, d'où la testostérone, on peut dire qu'elle agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire pour freiner leur sécrétion. La conclusion, donc, testicules exercent donc une rétroaction négative sur la sécrétion de LH ainsi que sur l'hypothalamus, c'est-à-dire la sécrétion de GnRH. Mais d'autres expériences qui consistent à réaliser des injections d'extrait de cellules de Sertoli à un singe rhésus castré entraînent une baisse rapide du taux sanguin de FSH. Donc, on peut déduire que les cellules de Sertoli ont une relation avec la sécrétion hypophysaire de FSH. Et
cette relation, ça sera une inhibition. Ça veut dire que les cellules de Sertoli présentent aussi une fonction qui est endocrine, qui est représentée par la sécrétion d'une hormone, l'inhibine, qui va freiner la sécrétion de FSH. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui déclenche la sécrétion de cette inhibine par les cellules de Sertoli. Alors, on constate que lorsque la production de spermatozoïdes est élevée, la libération d'inhibine augmente. Elle exerce donc une action inhibitrice sur l'hypophyse qui sécrète alors moins de FSH qui va ralentir ainsi la spermatogenèse. Je prends maintenant l'inverse, ça veut dire lorsque la spermatogenèse est faible, la libération d'inhibine par les cellules de Sertoli, elle va diminuer et la conséquence, l'hypophyse, il se trouve moins inhibé, d'où il va y avoir de nouveau le déroulement, c'est-à-dire la stimulation de la spermatogenèse. Alors, on va essayer de résumer, d'après toutes les expériences qu'on vient de décrire, la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme. Alors, on a constaté que l'hypothalamus va stimuler par la GnRH la sécrétion hypophysaire et plus exactement l'hypophyse antérieure. Lequel hypophyse antérieure va libérer d'une part l'hormone FSH qui va stimuler au niveau des testicules et plus exactement au niveau des tubes séminifères. Et je précise que ce sont les cellules de Sertoli qui présentent les récepteurs, mais dans ce cas qui sont membranaires, parce qu'on a dit que la FSH, c'est une hormone de nature protidique. Donc, la conséquence de cette stimulation, les cellules de Sertoli vont synthétiser une protéine qu'on appelle l'APB. D'un autre côté, l'hypophyse antérieure stimulée par l'hypothalamus va libérer la deuxième hormone que nous avons appelée la LH qui, à son tour, maintenant va stimuler le testicule, mais les cellules cibles sont situées dans le tissu interstitiel que nous avons appelé les cellules de Leydig. La conséquence, ça sera une sécrétion de la testostérone. On a démontré que parmi le rôle de la testostérone, ça sera la mise en place et le maintien des caractères sexuels secondaires. D'un autre côté, on a démontré tout à l'heure que l'injection de cette FSH à un animal qui est hypophysectomisé, si vous vous rappelez, n'entraîne pas l'achèvement de la spermatogenèse, mais qui nécessite aussi l'action de la LH qui va stimuler la sécrétion de testostérone. Cette testostérone, elle va se lier à l'APB et elle va arriver au niveau des cellules germinales pour stimuler la spermatogenèse. Et la conséquence, ça sera une production des spermatozoïdes, ça veut dire l'évolution des cellules germinales en spermatozoïdes. Alors, on a démontré d'un autre côté que le testicule exerce un rétrocontrôle négatif sur l'activité donc ici du complexe hypothalamo-hypophysaire. D'une part, ce rétrocontrôle se fait par la libération d'une hormone par les cellules de Sertoli et la libération de l'hormone que nous avons déjà appelée la testostérone. Donc, chaque fois que le taux de testostérone devient élevé, à ce moment-là, la testostérone exerce par rétroaction négative, donc une action sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. La conséquence, c'est une diminution des pulses de GnRH et de la même manière sur l'hypophyse antérieure qui va sécréter moins de LH. Ça veut dire que cette rétroaction qui est négative, elle s'exerce d'une part sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse antérieure qui va rendre les cellules sécrétrices de LH insensibles à l'action de la GnRH. Pour la deuxième hormone
qui va jouer le rôle de l'inhibition, on a dit, c'est lorsque la spermatogenèse est activée. Normalement, les cellules de Sertoli libèrent l'inhibine, laquelle inhibine passe dans le sang et arrive au niveau des cellules cibles, qui sont les cellules hypophysaires sécrétrices de FSH. Et par conséquent, il va y avoir une diminution de la sécrétion de FSH. D'où la conséquence, ça sera diminution de l'APB. Sans APB, il n'y a pas de stimulation de spermatogenèse. Et comme ça, donc, on a démontré par ce schéma la relation entre le complexe hypothalamo-hypophysaire et les testicules, à savoir le contrôle et le rétrocontrôle. Ainsi, j'ai essayé d'expliquer la régulation de la fonction reproductrice chez l'homme. Merci de votre attention et je vous souhaite un bon travail.